Bonjour. Bonjour. On va vous proposer aujourd'hui, Nathalie et moi, une petite lecture de ce livre. D'une rive à l'autre. D'une rive À l'autre. Allez, on y va? On y va. Pierre habitait une ferme du côté de Montcamp, le champ aux abeilles. Élise, elle, vivait plus bas, sur l'autre rive de la rivière, pas loin du village de Salmec. À cette époque, il y avait encore une école de filles et une école de garçons. C'était la guerre. Il fallait pas traîner en chemin. Alors Élise et Pierre se croisaient le dimanche à la messe. On ne sait plus à quand remonte la querelle qui séparait les deux familles. Le père Geniès parle d'un âne à eux que les Dourdoux auraient laissé échapper du temps de l'arrière-grand-père. On dit aussi que la grand-mère d'Élise et le grand-oncle de Pierre avaient été amoureux. Mais les familles n'étaient pas d'accord. On dit tant de choses. Les Dourdoux et les Geniès étaient fâchés. Aucun pont ne traversait la rivière avant le village. À quoi bon? Mais Élise et Pierre savaient où se retrouver. L'été, l'eau baissait et un passage à gué se formait à l'entrée du bois de Saint-Hilaire. Là, caché sous les chênes, il y avait construit une cabane de branches et de fougères. Des rayons de soleil passaient à travers, et ce rideau de lumière était aussi beau qu'un vol de Marie. Pierre et Élise s'inventaient des histoires. Ils construisaient des châteaux d'écorce et de villages de mousse. Dans les chemins creux, ils écrasaient des colonnes de fourmis comme autant de soldats ennemis. Vers la mi-août, Élise raconta à Pierre qu'une femme était arrivée chez eux. Elle était seule, affamée, et cachait sous ses mains croisées un ventre rebondi. La mère et le père s'étaient disputés. La mère criait qu'elle voulait pas d'une bouchée de plus à nourrir. Le père avait décidé. La femme était restée chez eux. Elle se nommait Sarah, mais on devait l'appeler Marie et dire qu'elle était une cousine de Paris. Pierre et Élise se demandaient pourquoi cette femme devait se cacher. Mais c'était la guerre. C'est ce que répondaient toujours les adultes. Sarah Marie apprenait à Élise des chants qu'elle ne connaissait pas. Un jour, elle avait arraché une étoile jaune cousue sur son manteau pour raccommoder sa poupée de chiffon. Pierre avait sculpté pour elle une tête de cheval dans une bougie. Les enfants l'aimaient bien, elle était leur amie. Elle seule savait qu'ils se rencontraient en secret. Avec les pluies de l'automne, la rivière avait grossi. Les jours raccourcissaient. Les parents ne s'éloignaient plus beaucoup de la ferme. Difficile de leur échapper. Élise et Pierre se voyaient moins. Parfois, Élise courait jusqu'au virage de la grande combe. Elle attendait Pierre. Elle savait qu'il passait par là pour aller chercher les dindons. Il se faisait des signes d'une rive à l'autre. L'hiver venu, la rivière a gelé. Les enfants ne sortaient plus. Leur cabane se couvrait de givre. Élise dessinait des anges et des étoiles sur la buée des fenêtres. Elle attendait Noël. Le ventre de Marie était très rond maintenant. Elle tricotait de vieux fils de laine pour en faire des chaussons. Pierre apprenait les tables de multiplication avec sa mère, l'entretien des outils avec son père. Il ânonnait ses 6 x 6 en aiguisant son canif sur la meule de grès. Lui aussi attendait Noël. Il avait demandé un fusil en bois et un nouveau bonnet. Sa famille irait à la messe de minuit à pied, mais lui, il pourrait y aller dans l'auto des voisins. Ils avaient promis de passer le chercher. Rouler dans la lumière des phares serait comme un cadeau. Et le soir de Noël, Pierre verrait Élise. Les jours traînaient, ils traînaient. Puis le temps avait fini par passer. Enfin, ce soir de Noël était arrivé. Élise attendait l'heure de la messe dans sa chambre. Le feu dans la cheminée barbouillait les murs d'ogre et de lutin terriblement remuants.
Pour les éloigner, Élise tressait les cheveux de sa poupée en chantant. Peut-être, demain matin, aurait-elle un pull tricoté pour sa poupée? Ou une boîte de couleurs et des pinceaux? Des éclats de voix passèrent à travers les lames du plancher. Élise se glissa sans bruit en haut de l'escalier. À travers la rampe, elle regardait sa mère aller et venir, des serviettes plein les bras. Fallait bien que ça arrive. On va manquer la messe, tu verras. Je l'avais bien dit que cette fille nous ferait des ennuis. Le père ne répondait pas. Il accrochait une bassine dans la cheminée, et la mère continuait. Faudra qu'on s'en occupe. Pardi, on peut pas la laisser comme ça tout de même. Sa mère s'approchait de l'escalier. Élise retourna sur son lit, le rouge aux joues. Sa mère entra, un manteau à la main. Mais ça, cours chez les Dourdous. Tu peux passer par le gué. L'eau est gelée, mais tape d'abord avec le bâton pour voir si la glace est solide. N'oublie pas, va dire à la mère Dourdou qu'on a besoin d'elle ici. Nous faut une accoucheuse, et vite. Et comme Élise, surprise, la regardait sans dire un mot, elle ajouta « Ne fais pas ton étonné. Tu crois que je n'ai pas vu ton petit manège cet été avec le fils Dourdou? Allez, cours! Et surtout, ne me reviens pas noyer. » La torche électrique dans une main, un bâton dans l'autre, Élise sortit dans la nuit blanche de lune. Le chemin crissait sous ses pas. Les arbres lançaient de longues silhouettes à ses pieds. Elle serait bien rentrée chez elle à toutes jambes, mais la phrase de sa mère sonnait dans sa tête. « On va pas la laisser comme ça !» Marie était en danger. Élise se mit à chanter, doucement d'abord, puis de plus en plus fort, pour se donner du courage. De petits nuages de buée sortaient de sa bouche et chassaient les ombres malfaisantes. Élise marchait vite, elle serait bientôt au gué. Chez les Dourdous, on s'apprêtait à partir à la messe. À pied, il fallait presque 1 heure pour arriver au village. S'il y avait eu un pont, ils auraient gagné du temps, mais il n'y en avait pas. Pierre enfilait son pull du dimanche quand il entendit la voix d'Élise. Sans doute le vent dans la haie qui lui faisait une blague. « Pierre, ouvre! C'est moi, Élise! Pierre !» Le père Dourdou chaussait avec beaucoup de mal ses souliers vernis. Il râla. « On t'appelle, non? » Pierre haussa les épaules. C'est le vent qui siffle. « Y a pas de vent ce soir. Va donc ouvrir cette porte. » Élise était là, toute engourdie de froid. Quand elle vit la tête éberluée de Pierre, elle éclata de rire. « Ben quoi, c'est moi! On dirait que t'as vu un fantôme! » Pierre était estomaqué. Pour la première fois depuis bien avant sa naissance, une géniesse entrait dans leur maison. Père se racla la gorge quand Élise expliqua qu'on avait besoin de Madame Dourdou chez eux. « Et pourquoi ils en auraient besoin? Ta mère n'attend pas un petit que je sache. » Élise baissa les yeux. « C'est pour la cousine de Paris, souffla-t-elle. » Pierre tendit son manteau à sa mère et lui dit « J'ai avec toi. » Le père grommela dans son patois en passant sa veste de chasse. Il cria à l'aîné. « Jacques, tu gardes les petits? On a affaire chez les Geniès. » Élise les conduisit jusqu'au gué. Pierre traversa derrière elle. Mais quand son père posa le pied sur la rivière gelée, on entendit un craquement. « Bon Dieu, manquerait plus que je me noie !» dit-il en avançant, les bras écartés comme un funambule, pour se faire plus léger. Chez Élise, on avait installé le lit de Marie près de la cheminée. Quand la troupe, bleuie de froid, passa la porte, un air glacé tourbillonna dans la pièce. La mère d'Élise dit à celle de Pierre. « Le travail est déjà bien avancé. » Et les deux femmes s'activèrent autour de Marie, pendant que de sa main froide, Élise essuyait les perles de sueur sur le front de son amie. Dans la cuisine, Pierre et les 2 hommes se taisaient.
son chapeau à la main, le père Dourdou finit par dire « Fait pas ben chaud cet hiver. » Et le père Géniès répondit « Printemps n'en sera que meilleur. » Enfin, un grand cri de bébé déchira le voile de silence. Au moment où la mère Dourdou coupait le cordon qui reliait Marie à son enfant, les cloches de l'église sonnèrent à toute volée. « Cette fois, c'est sûr, on a raté la messe, dit la mère d'Élise. Mais ça valait la peine. C'est une fille, et elle est belle, ajouta-t-elle en tendant le bébé à Marie. Je l'appellerai Myriam, déclara Marie. Chez moi, c'est comme ça qu'on dit Marie. Les cloches sonnèrent de plus belle. Dehors, la neige se mit à tomber. On a eu du mal à venir jusqu'ici, commença le père Dourdou. S'il y avait un passage, ce serait plus facile. Oh, j'y ai songé bien des fois, répondit le père Géniès. S'il y avait un pont, ça me ferait gagner du temps quand je ramasse le miel à mon camp. Après un silence, les deux hommes se regardèrent enfin et c'est Pierre qui dit « Ce n'est pas bien difficile à construire. Un pont. » « Oh oui, papa !» supplia Élise. « C'est vrai, ça. Il suffit de se mettre à l'ouvrage, acquiesça son père. » Le bébé se mit à hurler. « En voilà une qui a faim, dit la mère Dourdou en approchant le visage du bébé au sein de Marie. « Et nous aussi on a faim, annonça la mère d'Élise. J'avais préparé des beignets. Vous les partagerez bien avec nous ?» Les Dourdou acceptèrent d'un sourire. Puis le père de Pierre déclara « Pour votre cousine, on dira rien, vous savez. Des cousines comme ça, tout le monde devrait en prendre soin par les temps qui courent. » Les yeux sur sa fille accrochés à sa poitrine, Marie murmura un air venu de la nuit des temps. Pierre aida Élise à sortir les assiettes. Tant pis pour la promenade en auto. Il préférait ce Noël-là. Demain matin, les enfants auraient des cadeaux. Le fusil en bois et la boîte de coloriage, certainement. Et des oranges aussi. Mais le plus beau des cadeaux, c'était cette veillée, pareille à aucune autre. La naissance de Myriam et cet espoir de pont. Comme si, en cette soirée de Noël, la guerre, enfin, commençait de perdre la partie. À chaque fois que je vois quelqu'un, tout d'un coup, j'ai le cœur qui bat. Tu vois, on va sortir, on va être comme des petits animaux comme ça.